Ils disputent la place du plus jeune du gouvernement avec notre ministre de la Jeunesse. Ils sont nés le même jour, hein. C'est quelque chose de dingue. On a envie de l'accueillir en lui disant « Bonsoir, jeune homme », mais ça ne se fait pas. Je vous prie d'accueillir le secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Merci à toi et merci à Anne de m'avoir invité à intervenir devant vous. J'étais intervenu fin mars devant les Français de l'étranger d'Amérique du Nord pour le lancement de la campagne. Et je comprends que là, c'est un événement qui réunit des Français de l'étranger qui viennent de la planète entière. Et donc, je suis vraiment très heureux et je remercie encore une fois Anne, avec qui je travaille beaucoup. Moi, je veux vraiment souligner que Anne fait un travail absolument remarquable à l'Assemblée nationale pour représenter les Français de l'étranger avec ses collègues parlementaire des Français de l'étranger de la majorité, mais elle a beaucoup travaillé sur les différents sujets, sur l'organisation des élections aussi. Mais au-delà de ça, en tant que porte-parole du gouvernement, j'ai beaucoup de chance d'avoir Anne à mes côtés, puisqu'elle est aussi porte-parole, plus généralement, pour le groupe La République En Marche. Et je peux vous dire que c'est extrêmement précieux de l'avoir en ce moment avec toute sa connaissance, toute son expérience, notamment pendant l'épidémie de Covid-19, sur les plateaux de télévision pour répondre aux journalistes, pour le porte-parole du gouvernement que je suis. C'est très précieux de l'avoir à mes côtés. Et donc, je salue nos référents français de l'étranger, je salue évidemment nos têtes de liste qui représentent toute la diversité de notre mouvement par leurs expériences, leurs parcours qui sont extrêmement divers. Et c'est une vraie fierté pour nous au gouvernement aussi de vous avoir dans ces élections. Je ne serai pas très long pour ce propos liminaire. Moi, je veux simplement dire que c'est aussi un plaisir pour moi de m'adresser à vous parce qu'on vit depuis plus d'un an maintenant un moment très difficile avec cette pandémie mondiale. Et cette pandémie, elle nous a toutes et tous poussés à finalement nous rassembler, nous retourner aussi vers nos familles, vers nos proches et puis à faire nation. Et je sais combien pour vous qui êtes établis hors de France, ça a pu être difficile aussi. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, créé fondé une famille, vous êtes installé à l'étranger, mais je sais que vous avez beaucoup d'attaches avec notre pays et que dans ces conditions, évidemment, qu'on a beaucoup pensé à vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup agi et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur aussi pendant cette campagne avec le plan qui a été annoncé en mai 2020 avec 220 millions d'euros. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais ça a été un plan très complet avec des aides sociales pour nos compatriotes les plus en difficulté, avec des aides médicales, parce qu'on sait que dans certains pays, l'accès médical est très compliqué, donc avec des dispositifs de télémédecine, et puis avec des dispositifs pour l'enseignement, pour garantir la continuité pédagogique. Le deuxième message que je veux vous dire, c'est que ce qui se passe avec les élections consulaires est extrêmement important pour notre mouvement. On est un mouvement jeune, un mouvement qui est en train de s'implanter à l'occasion des élections. Ça se fait parfois un peu dans la douleur. C'est forcément difficile pour un jeune mouvement que de s'implanter dans des élections, mais c'est extrêmement important. C'est important pour être capable de relayer ce que fait le gouvernement, la mise en œuvre du projet du président de la République auprès de tous les Français. C'est important aussi pour faire remonter au gouvernement, à la majorité, ce qu'on ressent, les difficultés qu'on peut ressentir sur le terrain pour nous permettre d'adapter nos dispositifs. Et donc, c'est extrêmement important que cette campagne se déroule dans les meilleures conditions possibles et qu'on soit en capacité de faire de beaux résultats à cette occasion. Et moi, j'ai pleinement confiance dans la capacité de nos candidats à relever ce défi, à avoir de beaux résultats. Donc, c'est vraiment un message pour vous encourager, tout simplement, vous dire combien on vous regarde, combien on vous soutient, combien on est heureux et fier que vous nous représentiez et combien on attend vraiment beaucoup de ces élections et vous dire vraiment tout mon soutien et beaucoup de courage pour ces élections. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. La première question, c'est sur le rôle des conseillers consulaires et puis en général, la mission des Français de l'étranger. En quoi un Français de l'étranger, en quoi les futurs conseillers consulaires peuvent-ils contribuer à l'attractivité de la France ? Alors, s'agissant des conseillers, des élus consulaires, il y a un rôle qui est extrêmement important en termes éducatifs, puisque la plupart siègent dans les conseils d'administration des établissements scolaires français à l'étranger, un rôle en termes d'organisation et de relais de la formation professionnelle pour les Français à l'étranger, un rôle aussi, je le disais tout à l'heure, de représentation, d'interlocution
pour des Français à l'étranger en matière d'accès à un certain nombre de démarches administratives. Donc, il y a un rôle central. Et la question que tu poses, c'est plus largement, que ce soit les élus consulaires ou les Français de l'étranger, comment est-ce que vous pouvez aider au rayonnement de notre pays? Moi, je crois d'abord que c'est quelque chose que vous faites chaque jour, parce que vous avez tous des parcours extrêmement divers et des parcours exceptionnels. Que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez chercheur, que vous soyez artiste, vous êtes, et c'est le porte-parole du gouvernement qui dit, quelque part un peu des porte-paroles, en tout cas des ambassadeurs de la France à l'étranger. Donc, vous participez au rayonnement avec tous les contacts que vous avez, qu'ils soient professionnels ou personnels. Vous êtes des représentants et quelque part un peu des porte-paroles, des ambassadeurs de notre pays. Et si moi, j'avais, disons, quelque chose à pousser en plus, mais je sais que beaucoup le font déjà, c'est finalement, et je le dis vraiment, je sais que beaucoup le font déjà, qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais d'arriver à être des ambassadeurs, des exemples qui permettraient de montrer à une jeunesse française les possibilités qu'on a de réussir, y compris à l'étranger, tout en gardant un lien avec son pays. Vous savez, on entend parfois un peu des caricatures qui disent, voilà, si on veut réussir, il faut quitter la France. Ou alors, quand on quitte la France pour réussir, pour s'établir, pour entreprendre, bah, finalement, c'est parce qu'on n'a pas forcément trouvé les moyens de réussir en France. Or, moi, ce que je vois au quotidien, c'est combien les Français de l'étranger qui sont établis hors de France rendent à notre pays tous les jours. Et je pense qu'avec vos parcours, parce que bien souvent, la plupart d'entre vous n'étaient pas forcément destinés à vous établir hors de France, bah, vous êtes aussi des exemples qui peuvent donner envie à notre jeunesse d'entreprendre, d'avoir des expériences à l'étranger pour pouvoir revenir en France ou pour pouvoir rester à l'étranger. Mais en tout cas, leur montrer que le champ des possibles est extrêmement large et extrêmement ouvert. Et vous avez toutes et tous des parcours de vie qui permettent de le faire. Donc voilà ce que je dis. C'est à la fois le rayonnement de la France, évidemment, à l'étranger, auprès des étrangers, mais aussi le rayonnement des Français de l'étranger auprès des jeunes Français. Je pense qu'il y a des messages extrêmement positifs à faire passer. Absolument. Donc, on peut être à la fois ambassadeur, mais on est aussi des phares, on est aussi des alertes. Comme on vit à l'étranger, on peut prévenir un peu la France de ce qui peut se passer. Par exemple, moi, j'habite au Brésil. La montée du populisme sur les réseaux sociaux, je l'ai vue de mes yeux. Donc voilà, on est à un an d'une échéance importante, mais voilà ce que je voulais dire, qu'on est à la fois de la France vers les pays, mais on a envie de remonter des informations vers vous, vers la France, vers le gouvernement, vers les institutions. Ma deuxième question, je vais la poser parce que ma liste à Rio est soutenue par le Parti écologiste de François de Rugy, d'où est issue la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Et ma question, elle est un peu générale. Peut-on être marcheur et écologiste à la fois ? Et que fait concrètement le gouvernement pour la transition écologique ? Alors, je crois qu'on est marcheur parce qu'on est écologiste. Et on est marcheur parce que Emmanuel Macron s'est engagé en 2017 autour d'un programme pragmatique et ambitieux autour de l'écologie. Moi, je vais le dire de manière très claire. Je pense qu'on n'a pas encore suffisamment réussi à poser un cadre de référence sur notre action et notre vision en matière écologiste. Vous avez, quand vous regardez sur l'échiquier politique français, vous avez d'un côté des partis politiques, des formations politiques qui sont encore climato-sceptiques. Il y a quelques mois, il y a un député Les Républicains à l'Assemblée nationale qui s'exprimait au nom de son groupe, qui a parlé de prétendu réchauffement climatique aux questions au gouvernement. Donc il y a encore cette ligne-là. Et à chaque fois qu'on présente des mesures favorables à l'environnement, des mesures qui permettent de défendre l'environnement, de lutter contre le dérèglement climatique, les Républicains, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, votent contre systématiquement. Et puis de l'autre côté, vous avez des formations politiques qui considèrent que la défense de l'environnement, ça se résume à taxer et punir, taxer et sanctionner. On a vu que ça ne menait pas très loin. Nous-mêmes, on a essayé avec la taxe carbone, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et on a vu que finalement, ça ne menait pas très loin. Et nous, notre vision, elle est pragmatique. On considère qu'il faut accompagner et transformer. Et c'est ce qu'on fait depuis 2017. Je vous donne un exemple. L'an dernier, on a triplé en France le nombre de voitures électriques et hybrides qui ont été vendues dans le parc automobile français. On ne l'a pas fait en ne faisant rien, comme le poussent les Républicains. On ne l'a pas fait non plus en augmentant les taxes. On l'a fait en créant une prime à la conversion. Il y a 200 000 Français qui ont bénéficié de cette prime pour changer de véhicule. Voilà notre action très concrètement et les résultats qu'elle permet d'obtenir. Après, sur le bilan et ce qui a été fait depuis 2017, il y a vraiment énormément de choses à valoriser. On aura fermé d'ici à la fin du quinquennat
l'intégralité de nos centrales à charbon. Il en restait peut-être moins que dans d'autres pays, mais quand même, d'autres pays, notamment des voisins, ont annoncé ça pour 2040. Nous, ça sera le cas d'ici à la fin du quinquennat. On interdit la vente des plastiques à usage unique. C'est fait, c'est dans la loi, c'est rentré en vigueur. On a créé 10 000 km de pistes cyclables avec le soutien financier du gouvernement partout sur le territoire. On met dans le cadre du plan de relance 30 milliards d'euros pour la transition écologique. En juillet dernier, je me souviens, le patron des Verts, Julien Bayou, disait il faut un plan de relance écolo et il faut un plan de relance du coup à 10 milliards d'euros. On en fait un à 30 milliards d'euros. C'est 3 fois plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des aides pour la rénovation énergétique des logements des Français avec ma prime rénov', la rénovation énergétique des bâtiments publics. Ça veut dire la décarbonation de notre économie avec un soutien à l'industrie qui se transforme. Tout ça, c'est du très concret. Et puis, il y a un certain nombre de projets qui, on va dire, étaient devenus emblématiques du débat autour de l'environnement en France. Je pense à Notre-Dame-des-Landes. Je pense à la non-fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Je pense à la Montagne d'Or en Guyane. Je pense au projet Europa City en Île-de-France. C'est des projets qui ont déchaîné les passions écologistes. C'est des projets sur lesquels les écologistes, quand ils ont été aux responsabilités au quinquennat de François Hollande, au gouvernement, sur lesquels ils ne sont pas revenus, alors que souvent ils s'y étaient engagés. Emmanuel Macron, depuis 2017, il a eu le courage de revenir sur chacun de ces projets. On a abandonné Notre-Dame-des-Landes, ça n'a pas été facile. On a fermé la centrale de Fessenheim, ça n'a pas été facile. Et on l'a fait d'ailleurs en aidant les salariés de cette centrale, des sous-traitants, à se reconvertir. On a abandonné la Montagne d'Or en Guyane, en Île-de-France. L'incarnation du combat écologiste pour ceux qui se prétendent être les meilleurs écologistes. On revient dessus, on prend nos responsabilités, on a l'impression pour eux que ça n'a jamais existé, que ça n'existe plus. Donc il faut aussi assumer ce courage-là du président de la République. Et évidemment, on va continuer à le faire, on va continuer à agir. C'est vrai qu'il faut réussir à convaincre sur ce sujet-là, sur un certain nombre de sujets, notamment le glyphosate. Il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises parce qu'on n'a pas mis l'interdiction dans la loi. Et la réalité, c'est qu'on ne s'est pas fait plaisir en mettant une interdiction dans la loi qui n'aurait pas été respectée. On n'a ni les moyens pour convertir le fonctionnement de nos exploitations agricoles, pour réduire l'utilisation des pesticides et du glyphosate. Et aujourd'hui, par rapport à 2017, vous avez 50% d'utilisation en moins en France. Voilà, c'est très pragmatique, c'est très concret. Et je pense que tout ça, il faut le porter vraiment avec fierté et en assumant cette vision de l'écologie qui est ni une vision qui nie le problème, ni une vision qui consiste à être dans la punition et la sanction en permanence, parce que ça n'emmène pas très loin. Merci beaucoup. Le président de la République, dans ses vœux du 31 décembre, s'est adressé aux Français de l'étranger. Je crois que c'est la première fois. Et il nous a écrit le 9 avril 2021 pour faire un peu un bilan de l'action du gouvernement sur cette année très particulière de pandémie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Sur le bilan de l'action du gouvernement globalement, je veux dire en France? Absolument. Il a parlé entre autres d'une enveloppe de 220 millions d'euros. Est-ce qu'on peut la détailler? J'en ai parlé dans l'intervention liminaire. Il y a effectivement une enveloppe de 220 millions d'euros qui a été débloquée, c'était en mai 2020, qui a été construite avec les parlementaires français de l'étranger. Anne pourrait en parler beaucoup mieux que moi, avec des dispositifs, encore une fois, de soutien financier et sociaux pour les personnes les plus en difficulté, avec des dispositifs de soutien médicaux et d'aide médicale, et avec des investissements et des aides pour la continuité pédagogique, notamment pour les établissements scolaires qui avaient dû être fermés, qui ne disposaient pas d'outils de continuité pédagogique pour nos concitoyens. Il y a aussi tout un travail qui a été fait autour de la simplification des démarches qui se poursuit, là encore, avec nos parlementaires. Et je dois dire aussi, pour terminer, que ce qui va se passer avec les élections consulaires sera aussi un laboratoire pour notre pays, puisque je crois savoir que les élections se déroulent de manière dématérialisée, électronique, pour une grande partie, et qu'on attend aussi beaucoup de ça, parce que je pense que c'est un progrès qu'on doit arriver à développer en France pour tous les Français, parce qu'au-delà du fait que ça simplifierait l'organisation des scrutins nationaux électoraux, je pense que si ça fonctionne pour vos élections, et je suis sûr que ça va fonctionner, on peut imaginer que ce dispositif pourrait être mis en place aussi pour les Français dans une logique de démocratie délibérative, où les Français pourraient être amenés à s'exprimer, à donner leur avis sur un certain nombre de sujets au cours des mandats, sans qu'on ait à passer forcément par un référendum qui est très lourd à organiser. Mais voilà, il y a aussi des innovations démocratiques qui se font avec les Français de l'étranger.
et pour lesquels on attend beaucoup. Et puisque tu parlais du bilan de l'année, je voyais dans les questions dans le chat qu'il y avait une question autour du quoi qu'il en coûte, pour savoir quel était le bilan de ce choix-là. Et c'est vrai que c'est un choix du président de la République qui a été de dire on soutiendra nos acteurs économiques, quoi qu'il en coûte, on mettra les moyens, parce qu'ils n'ont pas choisi évidemment d'être confrontés à cette pandémie, qu'ils n'en sont pas responsables, et qu'on veut protéger à tout prix l'activité économique et les emplois dans notre pays. Et c'est vrai que la France est le pays en Europe qui a le plus accompagné financièrement ses acteurs économiques et ses salariés, avec notamment le dispositif de chômage partiel, qui est maintenant poursuivi avec l'activité partielle de longue durée, avec le fonds de solidarité, avec des dispositifs d'exonération de charges, avec le prêt garanti par l'État. Et donc, le bilan de ça, c'est quoi? C'est qu'en 2020, il y a eu moins de faillites qu'en 2019 en France, ce qui est quand même assez remarquable, puisqu'on aurait pu s'attendre avec la crise économique à ce qu'il y en ait beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont été vraiment maintenues grâce au dispositif d'aide. Ça veut dire que, évidemment, les aides, à un moment, il va falloir qu'elles soient dégressives, qu'elles soient adaptées en fonction de la reprise d'activité, mais évidemment qu'on ne va pas les débrancher tout de suite. Un autre bilan qui est intéressant, c'est qu'on a vu au troisième trimestre que la France est le pays qui est reparti le plus fort. Vous savez, dans l'entre-deux vagues, autour de l'été, quand le Covid était, on espérait qu'il était déjà derrière nous, c'était avant la deuxième vague. Malheureusement, il y a eu la deuxième vague ensuite. Il y a eu 18,2% de croissance en France sur ce trimestre, ce qui était un record. Parce qu'on avait accompagné économiquement de la bonne manière nos entreprises, parce qu'on avait élaboré un plan de relance ambitieux, et parce que globalement, on voit derrière ça que les Français, ils ont envie de travailler, ils ont envie de consommer, ils ont envie d'innover. Et donc, ça peut nous donner confiance aussi pour notre économie, notre capacité à rebondir avec la levée des restrictions qui va arriver dans les prochaines semaines. Un grand merci, Monsieur le Ministre. Merci, Gabriel. Des réponses absolument claires. On repart de cette interview hyper motivée. Et je crois que je passe la parole, après avoir remercié le ministre, à Anne Gentet. Merci. Oui, merci à tous. Merci et bonne beaucoup. campagne. Merci Gabriel, Salut, merci Anne. de ton intervention, c'était hyper clair. Et juste te dire en deux mots que le rayonnement des Français de l'étranger auprès des jeunes Français et au-delà des jeunes Français auprès des Français, eh bien moi je note que depuis le début du mandat, le président de la République y a contribué, le gouvernement est présent, les parlementaires sont présents. Donc franchement, les Français à l'étranger, dans ce qu'ils représentent d'influence de la France dans le monde et de retour d'expérience positif, intéressant, enrichissant pour nos concitoyens en France, c'est vraiment formidable. Et merci à vous de nous prendre en compte de cette manière-là. Merci infiniment, Gabriel. Bonne À bientôt, fin de Anne. journée. Au revoir. À bientôt.